Bienvenue à votre magazine des commentaires sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Le magazine Le Point reçoit pour vous aujourd'hui Jules Bakatushipa, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons avec vous revenir sur la formation du gouvernement et bien sûr, nous allons nous projeter en 2023 pour l'organisation des élections au pays. Et déjà, en mémoire de Willy Kachambungu, j'ai une pensée pieuse avant de commencer cette émission. Kachambungu, journaliste et avocat, a été mis en terre aujourd'hui, 19 mars 2021. Que son âme repose en paix. Nommé il y a plus d'un mois, plus de 30 jours, le ministre Samalou Kondé n'a toujours pas son gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, Jules Bakatushipa? Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste, pour l'invitation et l'honneur que vous me faites pour apporter aussi ma pierre de contribution, ma contribution dans l'édifice de notre pays à travers mes analyses. En fait, le Premier ministre est déjà nommé et doit pouvoir, n'est-ce pas, former son équipe. Alors, il ne doit pas le faire à la va-vite. Il doit réellement prendre son temps, d'autant plus que l'entrée en fonction effective dépend de la session ordinaire qui est déjà ouverte, bien sûr. Et je crois qu'il va être programmé pour aller présenter son équipe et le programme de son gouvernement. Alors, que ceux qui attendent continuent de patienter, d'autant plus que on a vu hier le chef du gouvernement être ici par le chef de l'État. Sûrement, ils ont parlé de derniers réglages par rapport à la formation de l'équipe qui devra les accompagner dans leur action gouvernementale. Comment voyez-vous les profils des membres de ce gouvernement? Oui, comme lui-même l'a bien dit, il aura besoin de la représentation de la femme, de la jeunesse, puis certains membres de la société civile, bien sûr, et des politiciens qui vont faire partie de ce gouvernement. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au profil de ceux qui vont devoir faire partie de ce gouvernement. Mais en ce qui me concerne, je crois que ça devra être beaucoup plus des technocrates, des gens qui doivent être aptes pour descendre sur le terrain, ne pas seulement rester dans le bureau climatisé, et puis accepter beaucoup de sacrifices. Vous voyez, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus qui n'épargne pas les économies à travers le monde. Donc, lui-même, le Premier ministre a appelé son gouvernement le gouvernement des guerriers. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter de se mettre au front, dans un premier temps, endurer les sacrifices. Oui, mais sans vous interrompre, mais oui. Aujourd'hui, occuper une fonction ministérielle en République démocratique du Congo paraît comme la consécration d'une carrière politique. Parce qu'on a même des députés et des élus nationaux qui préfèrent céder leur poste à leurs suppléants pour occuper un poste au gouvernement. Est-ce que vous voyez tous ceux qui se sont battus pour en arriver là en tant que chef des partis, chef des groupements, ainsi de suite, groupements politiques, et regroupements politiques plutôt, accepter de confier les postes qui vont leur revenir à des techniciens? Bon, vous voyez, on doit arriver à comprendre qu'à un moment donné, dans notre pays, on doit mettre fin aux vieilles habitudes. On ne refuse pas aux uns aux autres de manifester, n'est-ce pas, la volonté ou leurs ambitions de faire partie de l'équipe gouvernementale. Mais nous sommes en face de certaines réalités. Alors, il ne faut pas l'ignorer, qu'il y a les défis à relever dans notre pays depuis son accession à l'indépendance. Alors, ceux qui pensent
qu'aller au gouvernement, c'est pour aller remplir leur poche. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris la vision du chef de l'État par rapport à l'union sacrée de la République. Et quelle est-elle cette vision? En fait, tout est caractérisé par le peuple d'abord. Donc, vous allez là-bas pour servir, pas pour être servi. Donc, si ceux qui pensent, n'est-ce pas, occuper des postes ministériels, ils croient y aller pour se servir, je crois que leur place va être bien aménagée à la prison centrale de Makala. Ça, je peux vous le garantir. Mais je pense que vous êtes au moins au courant que occuper un poste ministériel permet de préparer les élections, c'est-à-dire de se mettre de l'argent de côté. Vous n'allez pas interdire aux acteurs politiques qui aujourd'hui vont obtenir gain de cause dans le gouvernement Sama Lukonde de se mettre de côté de l'argent. Mais où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Voler, détourner ou faire comment? Or, parmi les réformes, il y a aussi la subvention des partis politiques. Donc, les réformes vont toucher presque tous les secteurs de la vie nationale. Ils jouent un rôle. Ils doivent être accompagnés par l'État. Alors, si c'est pour se mettre de l'argent en poche, en prévision des élections prochaines, je crois que c'est à tort qu'ils vont occuper ces postes-là au sein du gouvernement. Parce que aucune faute ne va rester impunie. D'ailleurs, j'ai suivi le Premier ministre d'entrée de jeu dire à ceux qui sont allés le rencontrer, dès lors que vous êtes soupçonné par la justice, n'attendez pas qu'on aille chercher à vous enlever les immunités au niveau du Parlement ou demander le poursuite au niveau du Parlement. Non. Déportez-vous déjà. Donc, même s'il y a des soupçons, je dis pas de preuves, mais des soupçons, déjà vous perdez votre poste au gouvernement. Et les gens doivent se rappeler de ça. On dirait qu'ils oublient. Alors que notre société était beaucoup plus caractérisée par la corruption. Donc si on vous attrape seulement la main dedans, c'est fini pour vous. Et par rapport à notre loi, vous n'allez même plus concourir, n'est-ce pas, aux prochaines échéances pour lesquelles vous cherchez à mettre de l'argent en poche. Donc ils doivent être responsables, comprendre que les défis qu'il y a à relever, c'est les défis qui concernent la nation, pas le parti politique, pas les regroupements politiques, pas les individus, mais tout un peuple congolais. Aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a les sociales, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a tout un tas de choses, n'est-ce pas, qu'il faut relever dans notre pays. C'est pourquoi on a besoin de gens qui vont accepter de se sacrifier pour la cause nationale. Oui, n'empêche qu'il y a une sorte d'effervescence autour de la formation de ce gouvernement. On entend des revendications ici du genre « nous avons juste besoin de nos postes pour que nous puissions mettre nos candidats ». On voit des listes qui circulent. Ce n'est pas de bonne loi, tout ça. Non, ce sont des tractations. Vous savez, chacun veut se faire valoir. Mais je crois que le Premier ministre, il a les nerfs solides. Hein, il peut faire face à tout ça. Donc, il est bien dans la vision du chef de l'État. Il sait avec qui ils vont mener l'action gouvernementale. Parce que le gouvernement, ici, il devra mettre, n'est-ce pas, en pratique les promesses de campagne du président de la République. Vous voyez, le président a déjà perdu 2 ans de son mandat. Donc, ils n'ont pas le temps à perdre. Parce qu'il y en a même d'autres qui font le jeu des ennemis de ce peuple. Ils veulent faire perdre le temps, n'est-ce pas, au Premier ministre, pour enfin dire que non, voilà, ils ont perdu le temps dans des tractations inutiles. Parce que c'est lui qui va rendre compte au peuple congolais en 2023. C'est le président de la République. Et je ne vois pas le Premier ministre sortir de ce cadre-là. Donc, il est vraiment bien rodé, bien préparé pour faire face, parce que ses nerfs sont vraiment solides. Comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui est 2 pas dans ses bottes, hein, il n'est pas facilement manipulable. Donc, ceux qui font des déclarations, des tapages, ils peuvent le faire, c'est leur droit, c'est la démocratie. Mais ceux qui vont animer, n'est-ce pas, le ministère, vont être les gens que le Premier ministre ou le chef de l'État vont trouver être compétents et capables, n'est-ce pas, de se soumettre à la vision
du chef de l'État, point barre. Certains ont qualifié l'union sacrée pour la nation comme étant, l'ont qualifié d'un attelage hétéroclite. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crainte qu'on se retrouve dans un contexte comme par le passé, où le Premier ministre se retrouve en porte-à-faux avec le président de la République? C'est déjà arrivé. Hein? Bon, par le passé, il y avait la coalition. Maintenant, le chef est seul maître à bord. Vous voyez, le Premier ministre qui est là, Sama Lukonde, n'a pas été proposé par qui que ce soit. C'est le choix du président de la République. Donc, ils ont eu le temps de se parler avant d'être nommés. Donc, il sait ce que le chef attend. Mais le président de la République devrait le prendre auprès de ses alliés avec l'autorisation de ses alliés. Et donc, le Premier ministre est aussi rédévable de ses origines politiques, non? Bien sûr, mais écoutez, en son temps, nous connaissions ce qui s'était passé. Donc, on disait, nous sommes majoritaires, le FCC, le Premier ministre devra venir de notre famille politique. Donc, alors que Sama Lukonde, il est de la famille politique alliée à l'UDPS. Vous voyez, donc il ne peut pas faire partie du FCC, même si le président voulait qu'il soit Premier ministre, mais le FCC n'allait pas l'accepter, d'autant plus qu'ils étaient majoritaires au niveau du Parlement. C'est eux qui devaient investir le gouvernement. Ils pouvaient faire échouer l'action à ce niveau-là. Donc, c'était la coalition, on le regrette, mais c'est arrivé et ça fait partie de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, le chef de l'État, il est le seul maître à bord. Donc, il n'y aura pas, n'est-ce pas, des situations comme celles que nous déplorons aujourd'hui dans ce qui va se passer entre le chef de l'État et l'actuel chef du gouvernement. En souhaitant que ce gouvernement sorte le plus tôt possible, quelles devraient être ces urgences à votre avis? Je crois qu'il y a le social qui intéresse tout le monde actuellement, n'est-ce pas, et l'insécurité à l'Est. Ça, c'est vraiment les bases sur lesquelles ce gouvernement devra s'asseoir pour, je dirais, faire des actions à impact visible. Donc, ils doivent s'atteler à mettre fin à l'insécurité que nous vivons, pas seulement à l'Est, à travers tout le pays, et aussi le social des Congolais. Donc, les Congolais doivent voir l'amélioration de son social et éviter des arriérés de salaire, l'amélioration aussi des salaires des fonctionnaires, des enseignants, la gratuité de l'enseignement, bien entendu. En tout cas, là, ce sont des priorités par rapport à l'action de ce gouvernement. Mais vous n'avez pas parlé de l'économie, elle est au plus mal. Non, mais quand on parle de social, on voit l'économie. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de social sans économie. Donc, ils vont y travailler et ils sont déjà en train d'y travailler parce que c'était les problèmes d'hommes. Vous voyez, dans la coalition, il y avait des choses qu'on tolérait, qu'on pouvait faire passer. Mais maintenant, le chef, il est le seul maître à bord. Et vous n'oubliez pas que nous sommes deux pieds dans un état de droit. Donc, la justice va aider pour qu'il n'y ait plus de détournement, de fuite de capitaux, de blanchiment de capitaux, tout ça. Non. Donc, cette fois-ci, je crois que le gouvernement va beaucoup veiller pour que, comme on disait, Luzolo Bambi disait que chaque année, l'État congolais est en train de perdre autour de 15 milliards de dollars. Donc, ils vont boucher tous ces trous-là pour éviter que l'argent soit détourné d'une manière comme d'une autre. Donc, l'économie va être stabilisée, ça, rassurez-vous. D'autant plus que les Congolais sont aussi en train de prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la nation. Donc, les changements commencent toujours par la tête. Et les intentions que le chef de l'État a sont les bonnes intentions. Qui pouvaient s'imaginer un jour que ceux qui faisaient la force du FCC hier acceptent de s'aligner derrière la vision du chef de l'État? C'est-à-dire que c'est déjà des choses à encourager. Ça montre que quelque part, les Congolais sont en train de prendre conscience que ça ne sert à rien de détourner les biens publics. Vous voyez, si on vous attrape, la prison vous attend. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous sommes en 2021, mais déjà les élections de 2023 pointent du nez les débats à cet invité sur l'organisation des élections. 2023, il y aura élection ou pas, à votre avis? Bon, selon notre constitution, donc chaque 5 ans après, il
faut qu'il y ait organisation des élections dans notre pays. Mais qui organise les élections? C'est ça la question majeure. Qui organise les élections, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'Église catholique, la Senco, les cardinals Ambongo, l'abbé Chollet, s'en sont pris au chef de l'État, les mettant en garde contre toute tentative de glissement, voilà. Bon, je crois que je pourrais dire que c'est à tort qu'ils puissent pointer du doigt les chefs de l'État parce qu'ils savent comment s'organise le processus électoral en RDC. Les calendriers électoraux et tous les processus avec tous les contours, c'est la CENI. Or, le bureau actuel de la CENI, il est démissionnaire. Il faut le remplacement d'un nouveau bureau. Et ça remonte depuis un moment quand même. Hein. Mais bien sûr, vous savez ce qui s'est passé lors du choix de Malonda comme étant président de la CENI. Vous voyez, donc la Senco s'était invitée pour dire, bon, la Senco c'est encore vague, mais je dirais, le cardinal Ambongo, toujours avec Abbé Chollet, on dirait que c'est eux qui doivent toujours parler au nom de la Senco. C'est comme si la Senco est constituée de deux abbés et puis le cardinal. Mais c'est le cardinal qui a dit qu'il y avait corruption tout autour. Parce que le monsieur, apparemment, c'était le FCC. Aujourd'hui que le FCC n'existe plus, je ne sais pas ce qu'il va nous dire. Et n'oubliez pas qu'en son temps, il y avait des gens qui avaient été débarqués disant qu'ils sont de même espace linguistique avec le chef de l'État. Mais ça, c'est quoi ça? Nous sommes en train de combattre le tribalisme sous toutes ses formes. On ne peut pas faire la discrimination par rapport aux origines des uns et des autres. Ici, nous parlons de compétences. Alors, en principe, ce n'est pas au président de nommer le président de la CENI, au président de la République de nommer le président de la CENI, mais c'est les confessions religieuses que elles nous disent qui ils ont choisi pour diriger la CENI afin d'organiser les élections de 2023. Ça veut dire parce qu'ils font partie des confessions religieuses. Tout doit partir de là. Que le cardinal nous dise comment va être organisée la nouvelle CENI. Qui sera le président? Parce que le président doit sortir des confessions religieuses auxquelles la Senco est membre. La Senco est membre des confessions religieuses. Qui est le prochain président de la CENI? Ils veulent que Nanga organise les élections ou comment? Nanga n'a plus qualité d'organiser les élections. Donc tout doit partir de là. Or, aujourd'hui, que font les confessions religieuses pour nous sortir un candidat qui doit diriger la CENI? Alors, vous laissez ce débat-là, vous sautez pour dire non, non, nous sommes contre le glissement. Mais c'est eux déjà qui font accumuler ces retards. Parce que si, à leur niveau... C'est eux qui ont occasionné les glissements, vous entendez parler? Non, ils craignent les glissements. Alors que, parce qu'ils disent que les présidents ne puissent pas glisser. Les évêques ou les cardinals. Mais vous parlez de cardinal et de l'abbé Chollet. Oui, oui, ils craignent les glissements, oui. Ils préviennent les glissements. Mais ils préviennent les glissements alors que c'est eux qui tiennent la manette pour choisir le nouveau président de la CENI. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, c'est de l'amalgame où ils veulent distraire la population, l'opinion. Donc, vous dites que de manière volontaire, ils ont décidé de perturber la désignation d'un candidat président de la CENI, mais que dans l'entretemps, ils mettent une pression sur le président de la République pour organiser des élections. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Parce que là, ma crainte, c'est que le cardinal et l'abbé Chollet n'aient pas un agenda caché pour chercher à discréditer les chefs de l'État dans l'opinion. Ils ne sont pas des acteurs politiques. Mais ils font la politique. Ce qu'ils font là, c'est la politique. Vous avez suivi leur feuille de route. Hein? Ils veulent dessiner déjà les portraits des prochains dirigeants qui doivent être élus par la population. C'est de l'éducation civique. C'est de l'éducation civique. Les églises peuvent aussi le faire. Non, mais pas pour autant, n'est-ce pas, dessiner les portraits des prochains dirigeants. Ce n'est pas parce qu'ils disent non, ils doivent dire aux électeurs comment ils doivent élire, qu'ils doivent être les prochains dirigeants. Pourquoi pas de ceux qui doivent être les prochains dirigeants? Donc ils ont leurs dirigeants déjà en poche ou comment? Moi je dis tout doit partir d'abord, parce qu'il faut respecter les étapes.
Oui. La première étape, c'est l'installation du bureau de la CENI. Le débat doit tourner autour de l'installation du bureau de la CENI. Et par rapport à l'installation du bureau de la CENI, nous ne voulons pas que le cardinal vienne encore avec les éléments tels que tel ou tel autre vient de l'espace linguistique du chef de l'État. Non. Je peux être originaire de la même province que le chef de l'État. Mais si j'ai des compétences qu'il faut pour présider à la CENI, pourquoi ne pas postuler? Ou bien il veut nous dire que tous ceux qui sont originaires de la province du chef de l'État doivent se retirer des services publics de l'État, et ainsi de suite, parce qu'ils sont tous représentés par le chef de l'État. Non, loin de là. Et cet argumentaire, ça vient d'où? D'autant plus que Kabila venait de l'espace linguistique swahiliphone. Mais on a vu Nanga, on a vu Ngoyi Mulunda, on a vu Malou Malou, qui sont aussi... ça ne posait pas de problème, ils ont organisé les élections et le pays avance. Donc si aujourd'hui, quelqu'un qui a des compétences, malgré ses origines, il veut postuler, il est libre de le faire. Vous voyez? Et nous avons par exemple le président de la Ligue des électeurs ici, Paul Sapou. Il a beaucoup d'expérience, partout à travers le monde, on parle de lui. Quand il a commencé à parler des élections dans ce pays, où étaient la Senko et les autres qui parlent des élections aujourd'hui? On ne connaissait ni Malou Malou, ni Nanga, ni quoi que ce soit. Pourquoi on ne peut pas aussi faire la promotion de nos produits? À travers le monde, on reconnaît combien de fois il a participé dans des missions d'observation des élections à travers le monde. Donc c'est l'homme qui a les portraits pour moi, qui convient pour les réformes de la CENI dans notre pays. Mais Paul Sapou est de l'espace de la zone linguistique du chef de l'État aussi, comme d'autres qui en son temps avaient été disqualifiés dans ce qui s'était passé auparavant. Ça, nous disons que c'est ça une autre forme de discrimination. Est-ce qu'on peut renier ses compétences parce qu'il est originaire d'un même espace linguistique avec le chef de l'État? Non, mais il est compétent. Il est congolais. Il peut postuler, n'est-ce pas, pour, parce qu'il a de l'expérience. Et le pays a besoin de son expérience. Dans l'organisation des élections, on n'a pas besoin de gens qui viennent apprendre. On a besoin de gens... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, 2023, ça profile déjà l'horizon, comme vous le dites, quand bien même le mandat n'a même pas encore atteint la moitié de ces 5 ans, mais déjà on parle des élections. Mais les élections, c'est fin 2023, donc on peut commencer à les opérations début 2023, fin 2023, on termine. Mais n'oubliez pas que pour y arriver, nous soutenons qu'il y ait le recensement et l'identification des Congolais. Oui, justement, en attendant de revenir sur Paul Sapou, ce que vous venez d'évoquer fait partie aujourd'hui des préalables mis bout à bout. On se demande bien, et ce n'est pas des procédures compressibles, hein, malheureusement, mis bout à bout, on se demande bien si on va tenir les calendriers, parce qu'il y a aussi des réformes au niveau même de la loi, des différentes lois, donc de l'arsenal juridique électoral, et qui vont impacter même sur la Constitution. Mais tout cela n'augure pas un respect des dates. Non, vous savez, dans notre pays, il y a des élections qui devaient être organisées en 2016. Mais ça n'a pas eu lieu et on les a organisées en 2018. L'État a continué à fonctionner. Si la CENI aujourd'hui, par rapport à ses prévisions, par rapport à son calendrier, elle nous amène au-delà de 2023, qu'est-ce à faire avec le chef de l'État? Parce que le chef de l'État, sa situation est réglée par la Constitution. La Constitution est bien claire pour dire que le chef de l'État n'est remplacé que par son successeur élu. Donc ce n'est pas son affaire à lui. S'il faut mettre la pression par rapport à l'organisation des élections, c'est sur la CENI, pas au chef de l'État, ni même pas l'Assemblée nationale. Les députés vont aussi être victimes. Vous croyez que le chef va être là, il se dit, non, voilà, je vais aller aux élections si elles ne sont pas organisées. C'est la CENI qui organise les élections. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que ce nouveau discours qui est en train d'être développé
que le président, il faut faire la part des choses. Le président de la République a peut-être envie de rester un peu plus que 2023. Il n'a peut-être pas envie d'organiser les élections. Finalement, il est devenu peut-être comme ceux qu'il critiquait hier. Non, non, ça c'est mal faire ces jugements-là des valeurs. Même quand il est là, le chef d'État, ce n'est pas lui qui a organisé les élections, qui ont fait qu'il soit là. C'est la CENI qui a organisé. Il faut faire la part des choses. L'identification et le recensement, c'est l'ONIP qui fait ça. Ce n'est pas la CENI. Vous avez suivi le DG de l'ONIP. Il a dit, avec 350 millions de dollars, il peut organiser les recensements et l'identification dans l'espace d'un an. Il peut réunir parce que avec le fichier électoral, avec la cartographie de la CENI, il a déjà des pistes sur lesquelles il peut travailler pour identifier et recenser les Congolais. Vous voyez? Alors, on ne dit pas que c'est la condition pour organiser les élections. Non, mais c'est un processus normal, d'autant plus que la Constitution reconnaît bien le recensement et l'identification. C'est constitutionnel. Pourquoi vous choisissez les articles qui vous plaisent et les autres, vous voulez le refuser? L'élection, c'est constitutionnel. L'identification des Congolais et le recensement, c'est aussi constitutionnel. Mais il y a des services distincts. L'ONIP s'occupe du recensement et de l'identification, mais l'organisation des élections, c'est la CENI. Donc, le débat qu'il faut faire aujourd'hui, d'après moi, ma lecture, c'est comment mettre en place les nouveaux bureaux de la CENI. Or, pour mettre en place les nouveaux bureaux de la CENI, les secrétariats techniques de la composante ou sous-composante de la société civile, les confessions religieuses, moi je me dis, vu le travail bâclé qu'ils avaient fait avant, il doit être revisité. Et pour moi, je me dis, l'abbé Chollet a déjà fait preuve de ses limites, parce que quand l'abbé Chollet est là, il reçoit toujours les injonctions du cardinal Ambongo. Ce n'est pas bien. C'est comme ça que le cardinal a fait débarquer d'autres candidats, le fait d'être originaire du même espace linguistique que le président de la République. Vous voyez? Donc, on doit commencer par changer d'abord le secrétariat technique. Donc, ceux qui composent les confessions religieuses pour sortir les candidats présidents de la CENI doivent revoir leur secrétariat technique. Il n'y a pas que Chollet ou Ambongo qui doivent parler au nom de la CENCO. Alors, on doit remplacer... La CENCO a un président. Mais ce n'est pas non, effectivement. Mais pourquoi il n'y a que lui qui prend le devant? Alors, je ne veux pas entrer dans l'organisation de la CENCO, mais pour moi, je parle de ces conseils de la CENI. Donc, comme c'est Chollet qui était là, comme étant le secrétaire technique, il faut le remplacer par quelqu'un d'autre, qui doit être choisi par consensus parmi les confessions religieuses. C'est cela qui doit réceptionner les candidatures. Et là, il ne faut pas faire la discrimination. Mais vous savez, justement, à propos des discriminations, elle est peut-être double, elle a une double face dans cette histoire. Il y a ce que vous évoquez ici, qui a eu lieu en son temps. Les candidats originaires d'une zone linguistique ont été mis de côté. Mais en même temps, il y a le fait que les confessions religieuses n'ont pas voix égale, visiblement, malgré qu'il y ait cette sorte de charte qui dit qu'une confession religieuse a une voix, mais c'est loin d'être le cas. Non, mais au fait, c'est la démocratie, il ne faut pas le renier, hein. C'est la démocratie, chacun peut avoir son point de vue, mais je crois que c'est des hommes spirituels, nos pères spirituels, ils ont cette capacité-là, n'est-ce pas, d'arrondir les angles, pour trouver un consensus autour de celui qui devra diriger la CENI. Vous savez, l'État leur fait un grand honneur, n'est-ce pas, pour sortir celui qui doit diriger la CENI, n'est-ce pas, de ce... Qui à son tour organisera les élections, celui qui doit présider aux destinées de la nation. Voilà, c'est un grand honneur qu'on leur fait. Donc je crois qu'ils en sont... Et ils doivent le mériter. Non, ils doivent effectivement le mériter, parce que c'est des hommes spirituels, même s'ils ont des divergences quelque part, mais nous, on les accompagne. En les accompagnant, c'est pourquoi nous disons que, vu les erreurs du passé, parce qu'il y a des candidats aussi compétents. Vous savez, dans notre pays, parler des élections, sans parler de la Ligue des électeurs et de son fondateur, son initiateur, qui est Paul Sapou, les Congolais, notre compatriote, je crois que ça serait une grosse erreur. Ah, vous voyez? Ah bon? Vu son parcours, vu son expérience, vu son expertise, beaucoup qui parlent... je m'excuse, des élections aujourd'hui, ils sont nés hier.
Ils ont beaucoup puisé de son expérience. Je dirais même qu'il est le grand-père de la Ligue des électeurs, de l'organisation des élections dans notre pays. Il a commencé à parler des élections. Mobutu était encore au pouvoir. Pendant la dictature, il a pris ces risques-là. Mais le pays peut quand même lui rendre aussi l'ascenseur, parce qu'il s'est battu pour ce pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous regrettons la mort de Floribert Chebeya. Mais ça, c'est la trempe de Paul Sapou. Il n'y a que nous qui pouvons faire la promotion de nos produits. On doit parler de Congolais qui émergent, qui se distinguent. Ce monsieur a fait preuve de beaucoup de compétences. Voilà pourquoi il a été dans des missions d'organisation des élections à travers le monde, même aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs en Afrique du Sud, depuis les années 90. Pourquoi on l'invitait? Parce qu'on sentait qu'en lui, il y avait une certaine personnalité, un certain caractère et une certaine vision pour réformer, n'est-ce pas, le pouvoir ou la commission électorale nationale indépendante dans notre pays. Donc pour moi, je me dis, un type pareil, moi je l'encouragerais à pouvoir déposer sa candidature sans tenir compte de ses origines. Peut-être parce que nul n'est prophète chez soi aussi. Oui, mais nul n'est prophète chez soi, mais il est du moins prophète. Vous comprenez? Même si chez soi on n'est pas prophète, mais on l'est. Or, pour le moment, on a besoin de nos prophètes. Parce que le pays a besoin des expertises, des compétences, alors que nous en avons. Moi, je me dis, tout doit partir du secrétariat permanent de cette structure-là de confession religieuse. Abbé Cholé doit démissionner, donc il doit quitter là-bas, qu'il se fasse remplacer par quelqu'un d'autre. Donc qu'il n'en fasse pas de problème. Parce que, imaginez-vous, quand ils sortent et ils sont champions, hein, n'est-ce pas, pour inviter les médias, faire des déclarations, ainsi de suite, et communiquer peut-être des choses qui ne sont pas vraies dans la population. Hier, on nous disait que Malonda était du FCC. Aujourd'hui, on peut continuer à tenir les mêmes discours parce qu'on avait dit qu'il y avait des corruptions, qui était corrupteur et qui avait été corrompu. Là, on n'en parle pas. Je vous dis, je parle encore de notre élément. Quand on dit non, voilà, la CENCO vous dit que non, les résultats des élections ne sont ni conformes à la vérité, ni conformes à la justice. Cela veut dire quoi? Dites-nous cette justice, dites-nous cette vérité, ils ne veulent pas en parler. Bon, vous dites que tel n'a pas gagné les élections. Mais qui les a gagnés? Vous ne... Alors, mais pourquoi s'aimer cette confusion-là, les doutes? Et c'est ce qui discrédite deux fois nos dirigeants. C'est pourquoi je crains que la CENCO puisse jouer un jeu double, ou qu'il soit peut-être en train d'avoir un agenda caché, ou peut-être faire le jeu des ennemis des Congolais. Peut-être qu'ils font les jeux de la population qu'ils représentent, parce que l'Église catholique, aujourd'hui, j'ai évoqué tout à l'heure la question du poids démographique. L'Église catholique ne représente pas la population. Du poids démographique. Aujourd'hui, lorsque le cardinal Ambongo parle, c'est du haut autant des paroisses, autant des croyants catholiques qui représentent quand même une masse électorale importante. Voilà pourquoi il faut le recensement et l'identification des Congolais. On saura réellement, dans ce pays laïque comme le nôtre, il y a combien de confessions religieuses? Vous pensez que les autres là n'ont pas de membres, seulement l'Église catholique? Non, ils ont seulement la facilité ou la possibilité d'accéder aux médias. C'est ça. Est-ce que vous les avez vus tenir des meetings populaires où ils ont rempli des stades, où ils ont rempli je ne sais quoi? Non, pas ça. Les Congolais sont représentés par les députés nationaux, pas par les chefs spirituels. C'est vrai, ils ont l'audience dans la population, on ne peut pas le leur nier, mais quel message ils transmettent? Il ne faut pas transmettre les messages qui compromettent la bonne marche de l'État. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire promouvoir le patriotisme et le nationalisme. Ils doivent aider les Congolais à aimer leurs dirigeants, parce que les dirigeants sont passagers, mais le pays reste. Vous voyez, si aujourd'hui, ils communiquent mal, ça va compromettre même l'élan de la démocratie dans notre pays. Donc, ils doivent aussi revoir leur communication. Voilà pourquoi je dis, par rapport au prochain secrétariat technique, donc que l'abbé Chaud le quitte d'abord là-bas. Que l'abbé Chaud le quitte, qu'on mette aussi quelqu'un d'une autre église, d'une autre confession religieuse. Oui, je voudrais qu'on évoque justement qui peut être président de la CENI selon vous.
Bon, vous voyez, je suis en train de parler de Paul Sapou, personnellement. Hein, quand bien même je n'ai pas réussi mandat de parler en son nom. Mais c'est un Congolais qui a fait preuve de beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience. Je crois que vous êtes journaliste, vous le savez très bien. Il faut donc la compétence et l'expérience à ses postes. Bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin d'un président qui vienne apprendre comment organiser les élections. Vous voyez, le temps n'est pas votre allié. Hein. Alors, il faut faire du temps votre allié. Parce qu'à un moment, on a semblé vouloir faire des réformes qui pourront arriver même à affecter ou changer, en tout cas, les modes de désignation du président de la CENI et même, on va dire, son profil, ses origines, que cette question est éminemment politique. On ne peut pas la laisser entre les mains de non-politiques. Bon, en fait, pourquoi il y a la CENI dans notre pays? C'est parce qu'il y avait crise de confiance entre les hommes politiques. Vous l'avez évoqué ici par rapport au nom des candidats qui doivent aller occuper des postes ministériels. C'est-à-dire, les Congolais, il a du mal à accepter l'autre. Ça, c'est des choses qu'il faut... D'ailleurs, c'est ça le message que l'Église catholique devra véhiculer. L'acceptation de l'autre. Parce que dans la Bible, il est clairement dit, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Donc, les Congolais doivent avoir la capacité d'accepter les compétences de l'autre. Généralement, les Congolais, là où il est, il sait tout faire. Mais quand vous le mettez là où il faut tout faire, il ne sait rien faire. Oui. Alors, il ne faut pas qu'on commette ces erreurs-là. Qu'on nous donne des dirigeants de la CENI qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas assez d'expérience, qui cherchent encore à apprendre ou qui reçoivent des injections de gauche à droite. Par rapport aux réformes, on ne peut pas faire les réformes de la CENI sans la CENI. Donc, les réformes de la CENI doivent d'abord partir du bureau de la CENI, qui doit proposer, n'est-ce pas, certaines questions concernant les réformes. C'est vrai, la pression, elle est là. Les députés, je crois qu'ils vont faire leur travail. Et le gouvernement va faire aussi son travail, de telle manière que la CENI puisse nous balancer les calendriers électoraux. Et ce débat va se faire à ce moment-là. Donc, attendons qu'on mette en place d'abord le bureau de la CENI et que le bureau nous balance les calendriers. Et c'est alors qu'on fera le débat. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. On n'a pas encore fini 2021, c'est encore à son début. Il y a encore 2022 et 2023. Donc, il ne faut pas parler des choses avant le temps ou après le temps. Je crois que la première étape, c'est l'installation du bureau de la CENI. Et la CENI va nous donner les projections par rapport à l'organisation des élections en 2023. Mmh. Alors, tout à l'heure, on a évoqué un tout petit peu toute la série ou tout l'arsenal des réformes à faire d'ici 2023, les réformes électorales donc pour 2023. Vous disiez qu'il n'est pas impossible que 2023 soit dépassé. Je ne dis pas qu'il n'est pas impossible. Non, en fait, je l'ai dit parce qu'il y a eu une sorte de revirement des positions. Lorsque lorsque la SENCO a pris position, il y a eu une réaction au niveau de la communication de la présidence de la République. Je crois qu'aujourd'hui, le directeur de la presse présidentielle a même été remplacé. Il y a eu aussi une forme de réaction au niveau de l'UDPS et qui s'est révisée. Finalement, est-ce que, en réalité, il n'y a pas une sorte de loi du silence qui est en train de prendre place ou une forme de peur aussi? Parce que quand on voit toutes ces réactions pour une sorte de sanction contre des gens qui avaient pris des positions différentes, on se dit qu'il y a un problème. Je crois que par rapport à la présidence, vous avez vous-même répondu que le chef a réagi pour dire que ce n'était pas sa communication et qu'avant de communiquer, il fallait recevoir
n'est-ce pas, la position du chef. Mais par rapport à l'IDPS, je crois que c'est un parti politique qui peut avoir aussi son point de vue. Il n'est pas dit que parce que le président est ici de l'IDPS, l'IDPS ne peut pas avoir un point de vue. Le président ne gère plus l'IDPS au quotidien. Le président, il gère la République. Donc chaque parti politique peut avoir ses points de vue. J'étais en train de vous dire qu'il y a des élections qui devaient être organisées en 2016. Elles ont été organisées en 2018, selon que la CENI nous avait balancé son programme. Ce n'était pas Kabila qui avait dit qu'on va organiser les élections en 2018. C'était le programme de la CENI qui nous a menés jusqu'en 2018. Attendons que la CENI nous donne son programme. Devant les évidences, il faut s'incliner. S'il y a des évidences qui font qu'il n'y ait pas élection, indépendamment de la volonté des uns et des autres, que voulez-vous qu'on fasse? On organise quand même les élections pour respecter la Constitution. Non, le respect de la Constitution, ça, c'est la vie de tout Congolais, tout citoyen congolais. On doit respecter la Constitution. Mais devant les évidences, il y a certaines évidences qui font que la Constitution soit modifiée. Imaginez-vous, à l'époque, la Constitution qui avait été promulguée, c'était pour qu'il y ait élection présidentielle à 2 tours. Mais elle a été changée à un seul tour, vu certaines réalités sur terrain, parce qu'ils ont compris qu'économiquement, ça nous coûtait trop cher organiser les à 2 tours. J'ai suivi l'honorable Ngoï Kassange qui dit pour lui, pour éviter ces dépenses, il préfère que le président soit élu au second degré par les députés nationaux. Mais il va amener sa proposition au niveau de l'Union sacrée. Tout ça, ce sont des pistes et des solutions, vu la crise économique dans laquelle le pays se retrouve. Cela n'empêche qu'on puisse modifier les modes du scrutin ou que sais-je encore. Donc ça, c'est des évidences. Mais ayons la capacité de comprendre que devant les évidences, on s'incline, on ne victimise pas les autres. Vous voyez, pour moi, je me dis, aujourd'hui, parler des élections de 2023 avant l'installation de la CENI, c'est une fuite en avant. Peut-être que l'homme prudent voit le mal de loin. On voit déjà... Le mal, là, on doit le voir dans la CENI, pas dans le Parlement, pas dans le chef de l'État. C'est la CENI qui doit organiser les élections, ce n'est pas le chef de l'État. On demande au gouvernement de mettre les moyens à la disposition de la CENI. Vous voyez? Mais comment le gouvernement va mettre les moyens à une CENI qui n'existe pas? Donc il faut mettre chaque chose à sa place. Première étape, installation du bureau de la CENI, disponibilité d'argent pour l'organisation du processus. Et les réformes, ça c'est la vie normale du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ils peuvent faire des réformes comme ils entendent, n'est-ce pas? Mais pourvu que cela soit pour l'intérêt du Congo et du Congolais. Ok, nous allons peut-être vous laisser terminer cette émission. Vous avez un mot à placer sur le profil. Vous évoquez déjà tout à l'heure. Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez encore une fois de plus. Je crois que vous m'avez entendu en train de parler du profil de Paul Sapou. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, je disais que dans ce pays, ne pas parler de cet homme, c'est une sorte d'ingratitude. Le pays doit aussi être reconnaissant vis-à-vis de ses fils qui se battent pour son développement. Paul Sapou a commencé à se battre depuis les années 90. Et tous ceux qui parlent des élections et des électeurs aujourd'hui, ils sont passés par son école. Il y a beaucoup qui ont appris de lui. Et je ne trouve pas d'inconvénient qu'il puisse postuler. Moi, je l'encourage à postuler. Parce qu'à l'époque, quand Malonda était plébiscité par les confessions religieuses, Paul Sapou n'avait pas postulé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais aujourd'hui, sincèrement, là où il est, s'il m'entend, je l'encourage vraiment à postuler. Et je décourage ceux-là qui vont nous amener des discours tels qu'il est originaire de l'espace linguistique du chef de l'État. Là, c'est la petitesse d'esprit ou c'est le tribalisme que nous combattons dans ce pays. Nous avons besoin de compétences parce que le pays est vraiment en retard pour son développement. Quand est-ce qu'on va parler de développement dans ce pays? N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, par rapport au profil, je crois que Paul Sapou, le président de la Ligue des électeurs, il est mieux placé pour prendre la direction de la CENI. Merci beaucoup, Jules Bakatushipa.
Merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout. Rendez-vous avec vous très bientôt.